in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous découvrirez cette nouvelle vidéo. Vous savez très bien que chez Microciné, il y a une chose que j'aime particulièrement, c'est de renouer le dialogue une deuxième fois, une troisième, une quatrième fois, donc avec des personnes qui sont déjà venues sur la chaîne. Et mon invité d'aujourd'hui est déjà venu. On avait parlé d'un cinéaste qui important pour nous, Frédéric Wiseman. On a essayé d'en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je vous invite à aller réécouter, revoir cette vidéo. C'est Teddy Devisme qui est là, critique de cinéma, écrivain, et il nous avait parlé de Wiseman. Aujourd'hui, il revient parce que ça, nouvelle voie du cinéma social britannique entre 2009 et 2021. On va expliquer pourquoi plus tard. C'est édité chez les éditions du Net. Et je suis très content que Teddy soit là. Je sais que c'est un livre important, très important pour lui. Et parce qu'il est important, il a mis du temps aussi à le faire. Et il y a non pas un trop-plein, mais j'ai envie de dire quelque chose qui était juste logique, qu'il y ait une subjectivité forte et assumée dans ce livre. Mais d'abord, bien évidemment, la question godardienne. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Bah écoute, on va dire à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices ou spectateurs-spectatrices, hors caméra, il s'est passé plein de choses. On a eu des soucis techniques, j'en ai eu, donc c'est pour ça que le micro a changé. Mais je voulais juste honorer la patience, la bienveillance et la patience de Monsieur Teddy Devisme. Nouvelle voie du cinéma social britannique. Pourquoi nouvelle voie ? Pourquoi nouvelle voie ? Eh bien, pour l'anecdote, que du coup je réserve pour ton émission, c'est que à l'origine, ça ne devait pas être ce titre-là. Au départ, j'avais pensé à un renouvellement du cinéma social britannique. Je me suis dit, ça fait un peu pompeux. C'était mon titre de travail, mais je trouvais ça un peu pompeux, le terme renouvellement. Alors qu'en soi, on ne sait pas si ça va durer ou si c'est juste là pendant une décennie ou deux. Et en fin 2021, oui, c'est ça, fin 2021, vers le mois de novembre, il y a la BBC qui a fait une programmation sur ses chaînes de certains films qui sont dans mon corpus. Et ils avaient fait un teaser sur YouTube intitulé New Voices of British Films, les nouvelles voix du cinéma britannique. Donc du coup, ça m'a inspiré mon titre. Ça aurait pu être aussi nouvelle voie, VOIES. Donc, qui pouvait insinuer de nouveaux chemins, de nouvelles orientations, une autre manière de déterminer, et non pas de déterminer ce que l'on peut regarder, ce que l'on peut voir de ce que l'Angleterre, de ce que la Grande-Bretagne a pu promettre ou promet encore. Et je crois que ça, c'est très important pour toi dans ce livre, de dire en gros, je me permettrai de lire à la fin de l'émission quelques extraits de la conclusion que tu as écrit, qui sont des lignes particulièrement belles. Et j'ai l'impression que pour toi, c'était très important aussi de tordre les clichés qu'on pouvait associer au cinéma britannique. Exactement. Bah, je m'y donne à cœur joie dans l'introduction, dans le prologue. Hein. Notamment avec parfois quelques critiques qu'on peut lire qui ont tendance un peu trop facilement et de manière un peu raccourcie de comparer dès qu'il y a un film social britannique qui est diffusé en France et qui n'est pas fait par Ken Loach, on a tendance facilement à le comparer à du Ken Loach et à le mettre dans le marketing ou dans la critique, etc. Et c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Donc, Quand est-ce que ça a commencé, l'idée ? Quand est-ce qu'elle a germé en toi, cette idée d'écrire sur le cinéma britannique ? Est-ce que déjà, est-ce qu'on peut dire cinéma britannique ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe réellement ? Pourquoi on ne dit pas cinéma anglais, cinéma irlandais, cinéma écossais ? Pourquoi cinéma britannique ? Parce que tous les systèmes de financement en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, financent à la fois les films écossais, gallois, irlandais du Nord, même irlandais, alors qu'ils ne sont plus dans le Royaume-Uni depuis longtemps, hein. Mais que ce soit le Film Fund de BFI ou la BBC ou Film4 ou d'autres sociétés un peu plus indépendantes, même américaines, diffusent les films britanniques de manière générale. Il n'y a pas de distinction entre l'Écosse
l'Angleterre, le Pays de Galles. Et cette idée, elle a germé quand exactement? À partir de... Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors, je vais répondre en deux parties. Il y a eu un déclic en 2014 quand j'ai découvert Brève rencontre dans un festival, le film de David Lean. Et je me suis dit, ok, le cinéma, ça peut être ça aussi. Du coup, j'ai creusé un peu le cinéma de David Lean. J'ai creusé d'autres choses du cinéma britannique, par curiosité. J'ai découvert Powell et Pressburger, qui sont devenus mes cinéastes favoris. J'ai découvert Une question de vie ou de mort sur grand écran. J'ai découvert Laurence d'Arabie, bon, sur un petit écran cette fois-ci, mais je l'ai découvert et après je l'ai revu au Grand Rex. Et plus j'ai découvert de films, de cinéastes, de sujets, je me suis dit, le cinéma britannique est tellement diversifié, il a tellement de choses à proposer depuis qu'il existe, et on en parle tellement peu en France, que je me suis dit, déjà, il me passionne, et du coup, j'ai envie d'écrire dessus. Et ensuite, il y a eu la découverte de tous ces films, ce caractère social de ces 10 dernières années, notamment grâce au Festival de Dinard ou grâce à ce que la BBC peut diffuser, ou grâce à simplement quelques curiosités. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire de mettre ça en lumière, de les mettre en commun et d'écrire dessus. Et cette idée-là de ce bouquin, qui était à la base normalement un article, est devenu de plus en plus gros. C'est devenu un bouquin il y a 1 an et demi. Quand je t'écoute en parler, j'ai l'impression que c'est très facile, c'est très simple, qu'il fallait le faire, donc il faut comment dire, oui, c'était logique. Mon point de vue, donc mon point de vue à moi, je pense qu'il n'y a pas forcément une nécessité, mais je trouve qu'il manque beaucoup de textes, de mots, de paroles sur le cinéma britannique en France. Mais pourquoi? Pourquoi, selon toi, il manque beaucoup d'analyses, de livres, d'essais? Pourquoi? Mais il y en a très peu. Par exemple, si je te demande de me citer un livre sur le cinéma britannique en France, est-ce que tu en as un en tête? Alors, j'en ai pas en tête, mais je te dirais, mais je peux te citer peut-être l'origine de tout ça, à mon avis. Vas-y. Moi, je pense que c'est je me souviens de quelques articles. Enfin, je me souviens, non, j'étais pas né à l'époque, mais en tout cas, je sais que les jeunes Turcs de la nouvelle vague n'aimaient pas beaucoup le cinéma anglais. Et je me souviens de quelques articles très assassins de François Truffaut sur le cinéma anglais. Dont une certaine phrase, le cinéma britannique n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça aujourd'hui, du haut de ton âge, on est en 2022, est-ce que le cinéma britannique, parce que moi j'entendais encore ça dans les années 90, fin 90, dans Le Masque et la Plume par exemple, dans la bouche de quelqu'un comme Serge Gaganski, qui à l'époque était rédacteur en chef du service cinéma des Arts Occultifs, et qui disait qu'il n'y a pas grand-chose qui vient du cinéma anglais. Il y a aussi dans les années 60, dans les années 80, il y avait aussi ça, cette manière de dire que il n'y a pas grand-chose qui vient du cinéma anglais. Et des cinéastes anglais tels que, par exemple, Ken Russell ou Greenaway n'ont pas forcément suscité une adhésion très forte ici en France. Et il a fallu qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive en disant si, il y a des choses passionnantes de chez Ken Russell et chez Nicolas Roeg. Hein. Nicolas Roeg aussi, oui, on a fait une émission d'ailleurs là-dessus. Mais je veux dire... Comment tu peux l'expliquer, ça, ce rapport un peu particulier, alors que l'un des plus grands cinéastes anglais de tous les temps, c'est Alfred Hitchcock, et ils l'ont mis en... Comment tu peux l'expliquer, toi? Je l'explique de manière assez nuancée, en disant, pour résumer grossièrement, que c'est pas qu'il existe et c'est pas qu'il n'existe pas. C'est beaucoup plus nuancé que ça, et le cinéma britannique a une histoire très compliquée, notamment par rapport au financement. C'est pour ça que c'est nuancé. Si on prend l'histoire du cinéma britannique, je vais faire ça très rapidement parce que sinon on peut y poser 4 heures dessus, mais le cinéma britannique a commencé notamment avec l'école de Brighton, George Albert Smith et d'autres comparses, et notamment, petite précision, Laura Bailey, comédienne et qui a réalisé 2 films dans le début des années 1900. Donc il n'y avait pas que Alice Guy, il y avait une Britannique aussi. L'école de Brighton, qui sont ceux qui ont inventé le découpage, le gros plan,
le montage, le plan subjectif. Ça s'est passé à Brighton, en Angleterre. Ça n'a pas duré énormément de temps, ça a duré une dizaine d'années. Après, il y a eu la Première Guerre mondiale. Après, le cinéma britannique a surtout été un cinéma de musical avant que Alexander Korda, qui était hongrois, ne vienne mettre son pied et ses pattes dans le cinéma, dans l'industrie britannique vers les années 30. Il a relancé l'industrie. Ensuite, il y a eu le cinéma de guerre britannique, le cinéma de propagande, avec notamment ce super bouquin. Et une fois que la Seconde Guerre mondiale est arrivée et c'est fini, il y a eu un grand chamboulement, comme en France, comme en Italie. Il y a eu des auteurs, des dramaturges, des écrivains, des cinéastes, des critiques qui ont voulu changer tout ça, la manière d'approcher le cinéma. Donc on pense souvent au free cinéma, au réalisme social, avec Karel Reisz, Tony Richardson, Nicky Anderson, mais il n'y a pas eu que ça. Et c'est là où j'apporte ma nuance, c'est que le cinéma britannique, ce n'est pas juste du cinéma social et de quelque chose d'authentique. Dans l'approche, il faut savoir qu'entre les années 45 et le début des années 70, il y a eu plus de 60 films de guerre produits par la Grande-Bretagne. C'est énorme, et peu de gens le savent, alors que beaucoup sont connus. Mais en même temps, il y a eu la Hammer, quand même une société très connue pour le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur en Grande-Bretagne. Et c'est effectivement, comme tu le disais, à partir des années 80, qu'il a commencé à avoir quelques problèmes. Puisque Margaret Thatcher est arrivée au gouvernement et il y a eu des suppressions de beaucoup d'aides pour le cinéma, les subventions, les avantages fiscaux. Il y a eu des pressions pour la télévision, notamment la BBC. Petite anecdote, moi qui suis fan de Doctor Who, parce que c'est en lien aussi, Doctor Who s'est terminé en 89 à cause des pressions sur la BBC, des pressions économiques. Ils n'avaient plus les moyens, ils ont annulé la série qui était en perte d'audience. Et tout ça, ça a impacté aussi le cinéma. Parce qu'il y avait une taxe qui était le Eddie Levy, qui a été supprimée. Et du coup, ça a fait chuter la production de films britanniques. En 10 ans, entre les années 70 et les années 80, elle a baissé de 50%. Et du coup, il y avait moins de films produits, moins de films à voir, peut-être, je ne sais pas, moins de films intéressants, peut-être, c'est une possibilité. Ça a quand même fait émerger des cinéastes qui ont commencé à la télévision, comme Stephen Frears, comme Mike Leigh, comme Terence Davis, comme Bill Forsey, comme James Ivory, etc. Et ça a continué un peu dans les années 90, puisque vu qu'il y avait plus de financement ou très peu pour les films, ils ont fait appel aux Américains pour les aider à financer. Et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. C'est surtout les Américains qui produisent et qui distribuent les films britanniques. Donc depuis les années 80, c'est très compliqué de faire émerger des films britanniques et de les faire produire. Mais il n'y a plus de mouvement ou de grosses périodes, de grosses ères d'idées ou d'esthétique, comme il y a pu avoir avec la Hammer, comme le free cinéma, comme les films de guerre ou comme le musical. Et maintenant, c'est plus des cinéastes et des idées qui sont un peu éparpillées ici et là et qui doivent essayer d'émerger comme ils le peuvent. Aujourd'hui, quand on parle plutôt de cinéma anglais ou de cinéma britannique. Enfin, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on englobe tout aujourd'hui quand on parle de cette cinématographie? Vu qu'on est de plus en plus à une ère de coproduction, on ne fait plus vraiment attention à quel pays, vraiment d'où viennent les films, mais surtout comme le Royaume-Uni en fait, où il y a plusieurs pays qui sont ensemble et qui ont des financements d'une économie assez liée. Mm-hmm. Il y a beaucoup de films qui peuvent être dirigés par un Anglais, qui sont produits au Pays de Galles ou produits en Écosse, filmés en Écosse ou filmés en Irlande, tournés par un Irlandais du Nord, par un Gallois ou par un Australien ou que sais-je. Même encore actuellement, le Royaume-Uni qui avait énormément de colonies, il y a des cinéastes qui sont héritiers de ça, dont leurs parents étaient notamment par exemple des Africains, qui sont eux maintenant britanniques et qui font des films et qui parlent de ça. Et du coup, on les met dans quelle catégorie?
C'est aussi ça. Il y a plein de choses comme ça avec le Royaume-Uni. On ne peut pas forcément diviser. Parce que ça peut être une production qui vient de Londres. Donc, en soi, on dirait une production anglaise. Alors que tout dans le film est écossais. Mais du coup, ça reste britannique. Je pense que dire un cinéma britannique et un film britannique, c'est peut-être plus facile à mettre en jeu que essayer de chercher si c'est un film anglais ou écossais. Même si chaque pays, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord, ont chacun leur petit apport et leur studio propre à eux pour essayer de faire émerger les productions dans leur pays. Oui, je vois très bien. En fait, c'est plus une espèce de questionnement économique. Mais en faisant ça, tu ne crains pas de retirer une identité, de dénaturer une identité qui est propre à chaque pays. Tu vois, c'est comme par exemple si on dit cinéma européen, ça ne veut pas dire grand-chose, ou le cinéma africain, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Est-ce que de dire cinéma britannique, je ne parle pas d'un point de vue économique là pour le coup, parce que je comprends, hein, je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Est-ce que j'imagine que tu t'es posé cette question et qu'est-ce qui a fait que finalement tu es resté sur tes positions? Je me suis posé la question et je me suis dit, du moment qu'on ne le nie pas et qu'on ne reste pas aveugle sur l'identité du film ou du territoire qui est filmé, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est mon point de vue personnel. Il faut reconnaître quand un film est tourné en Écosse, quand il est produit en Écosse, quand ce sont les Écossais qui, entre guillemets, mettent la main à la pâte, mais même si ça reste produit anglais. Je dis, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Nouvelle voie du cinéma social britannique entre 2009 et 2021. Pourquoi cette date-là? Pourquoi ces deux dates-là? Par rapport au film Fish Tank d'André Arnold, qui a marqué un petit basculement dans l'approche. Alors, effectivement, mais de quelle manière? Alors, pourquoi ce film-là, pour toi, serait le début de quelque chose? Pourquoi il a fallu ce film-là pour que tu commences à identifier une espèce d'envie, pas une envie, parce que je ne crois pas que ces cinéastes-là ont fait des films contre Ken Loach, mais pourquoi ça m'étonnerait, mais pourquoi, je crois que c'est un cinéaste extrêmement respecté dans son pays, en Angleterre en tout cas, pourquoi tu t'aperçois qu'à partir de 2009, il se passe quelque chose dans ce qu'on a appelé peut-être assez grossièrement le cinéma social, et tu t'aperçois que quelque chose est en train de sortir un peu, de s'extraire un peu de ce qu'on a appelé cinéma social, donc Ken Loach, etc. Comment ça s'est fait? Fish Tank, en fait, pour moi, c'est un basculement parce que depuis longtemps, très longtemps, même dans le cinéma britannique, on n'avait pas vu un film qui était porteur d'espoir, qui était porteur d'une jeunesse comme ça, qui avait quelque chose à dire et qui se mettait bien en avant et qui n'avait pas peur d'y aller. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des voix VOIES, et cette jeunesse dans Fish Tank, elle n'a pas peur de prendre le chemin et de s'émanciper, même si elle reste dans le foyer familial, sans raconter tout le film non plus. Et pour moi, en fait, il y a une colère qui n'existe plus par rapport au film de Ken Loach. Il y a un constat qui n'existe plus. Et André Arnold, en fait, avec ce film, elle va un peu plus dans l'émotion, un peu moins brute, un peu plus subtile, un peu plus abstrait. Et il y a une liberté nouvelle qui se caractérise par l'intimité. Comment as-tu travaillé la structure du livre? Il faut savoir que il y a, en plus des avant-propos, prologues, épilogues, tout ça, il y a à la fin, tu as un entretien avec deux cinéastes, Peter McKee-Burns qui avait fait Rialto et Daphné, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, tu as aussi Eva Riley qui avait fait L'Envolée. Mais avant cela, le livre est divisé en 8 chapitres. Et j'aimerais bien effectivement t'écouter là-dessus. Comment tu as structuré ton livre et chapitre par chapitre, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Alors, ça peut paraître un peu académique et scolaire comme idée, mais mon idée, c'était non pas de faire un catalogue, comme j'aime bien le dire, mais je voulais quand même commencer par les sujets, en faisant le lien avec Ken Loach, du coup, de ce qu'on peut trouver comme sujet, comme thème, comme récit,
comme dans les films, et ensuite de décliner ça sur la mise en scène, sur la photographie, et puis évidemment sur les paysages qui sont mon sujet de prédilection, les paysages au cinéma. Et c'est pour ça que je conclue là-dessus avec le dernier chapitre. Oui. Alors. Ça peut paraître un peu académique et un peu scolaire, mais je voulais ce fil rouge et cette trajectoire. Quand par exemple tu parles, quel est pour toi l'aspect fondamental qui fait que on sort du cinéma de Ken Loach? C'est quoi l'aspect retentissant et fondamental qu'on pourrait mettre en avant? Pour moi, il y en a deux. C'est le chapitre 3 où je parle des expériences intimes, où les personnages ont une rencontre, où ils sortent de la fatalité et ils vont essayer de vivre une présence. Ils sont dans l'individuel, ils sont plus forcément dans le collectif, et ils se confrontent à leur intimité avec un espoir. Et le second point, qui est tout aussi important pour moi, c'est pour ça que j'en cite deux, c'est le 7e chapitre où je parle de romantisme solaire avec une photographie un peu plus libre, un peu plus dense, un peu plus colorée, où on n'hésite pas à projeter les émotions des personnages dans des grands espaces. Ce serait quoi? Pourquoi une photographie libre? Qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Chez Ken Loach, c'est un peu, je ne vais pas dire figé, mais les paysages il manque un peu d'horizon. Et je ne dis pas que c'est un défaut, hein, mais c'est son cinéma. Mais il n'y a pas vraiment d'horizon. Les personnages sont un peu enfermés dans des espaces, ce que j'appelle abîmés. C'est quelque chose de très marron, de très, très malheureux, très miséreux. Alors que dans ces films-là, on retrouve, par exemple, la couleur verte éclatante des champs. On retrouve la part du ciel qui prend la moitié du cadre. On retrouve des couleurs dans les quartiers, notamment le bleu, le rouge, voire le jaune. On retrouve tout ça. Et pour moi, c'est des sensations qu'il n'y avait pas dans le cinéma de Ken Loach. Mais peut-être que les sensations chez Loach étaient montrées autrement, différemment, peut-être. Elles sont différentes. Parce que chez Ken Loach, l'esprit reste libre. Je pense, par exemple, quand je pense à Daniel Blake qui va faire un graffiti sur les murs, c'est un esprit libre. Mais son corps reste piégé. Il est filmé contre le mur, de dos, sur le trottoir. Son corps reste piégé. Alors que si je prends l'exemple, par exemple, de L'Envolée de Eva Riley, ou même de Rox, de Sarah Gavron, ou de Fish Tank, de Andrea Arnold, les personnages, en plus ils sont féminins, ils n'hésitent pas à courir et à aller de l'avant. Ils sont filmés de profil et l'espace leur est complètement ouvert. Ils n'ont pas de limitation autour d'eux. Ils peuvent aller dans n'importe quel sens s'ils souhaitent. Alors que c'est qu'un autre, par exemple Daniel Blake, comme je disais, il est assez figé dans l'espace. Figé dans l'espace parce que la société le fige dans l'espace aussi. Exactement. Mais c'est ça le principe du cinéma de Ken Loach, justement. Oui. Donc il y a comme ça une espèce Mais il y a aussi le fait que l'Angleterre a changé. Je pense que c'est ça. Donc ces films-là entre 2009 et 2021, qu'est-ce que finalement ça dit de l'Angleterre? Est-ce que ça dit la même chose que Ken Loach? Je ne parle pas de la mise en scène. Je parle de ce que ça. Je parle du fond. Est-ce que finalement l'Angleterre n'a pas changé? C'est toujours la même chose, mais la mise en scène serait différente à ce moment-là. Alors je ne sais pas si fondamentalement l'Angleterre aurait changé. Surtout quand on voit les premiers ministres qu'il y a eu récemment, et aussi le Brexit. Je ne pense pas personnellement que l'Angleterre a vraiment changé. Après, c'est difficile aussi de le savoir en ne vivant pas là-bas de manière quotidienne. Mais, oui, mais les films que tu as étudiés doivent montrer, je pense que ça montre quelque chose. Entre Loach et... Ouais, c'est ça. Ces films-là, justement, moi, ce qui m'a intrigué aussi dans un premier abord, c'est que, comme Eva Riley je le dis dans les entretiens, ils ne filment pas la société autour des personnages. Ils sont vraiment
avec les personnages et il reste avec les personnages. Il ne cherche pas à être politique, il ne cherche pas à être dans un extrême. Ils ne cherchent pas à avoir un message, ils sont juste là avec les personnages et les accompagnent. Donc je pense que ça pourrait dire d'une société anglaise qui maintenant a compris que c'était compliqué et du coup ils se contentent de vivre, tout simplement. Du moins ils cherchent à vivre. Pour qu'on comprenne un petit peu, je vais quand même lire les dernières. C'est un peu long, mais c'est pas grave. En même temps, c'est important. C'est les dernières lignes, page 102. C'est la conclusion. Tu écris. Alors que le réalisme social britannique est reconnu pour mettre en image les détails de la vie extérieure, ces nouvelles voix choisissent le contre-pied en explorant la quantité de vie intérieure des personnages. En s'émancipant des 3 axes famille, travail et amour de Ken Loach, chaque humain étudié par ces longs métrages sont de plus en plus complexes. Il n'y a plus de dichotomie entre un bien et un mal, il n'y a plus de confrontation avec un obstacle hors champ. Maintenant, faire partie de la classe ouvrière n'est plus un problème à résoudre. Il n'y a plus cette recherche de, entre parenthèses, il faut s'en sortir, ou même, entre parenthèses, il faut améliorer leur quotidien. Cette interrogation sur les personnages comme victimes est finie, laissant place à une célébration de l'intimité et des émotions. Il faut ouvrir la boîte des sentiments et des sensibilités individuelles pour orienter le regard vers un environnement davantage toléré et élégant. Loin de vouloir s'accorder à une autre manière de vivre, ces nouvelles voies affirment l'existence et le cœur de paysages uniques. Il n'y a pas que de la détresse dans l'ailleurs. Si je comprends bien, en gros, tu dis qu'aujourd'hui, enfin depuis maintenant plus de 12 ans, 13 même, ce que tu remarques dans le cinéma social britannique, c'est que les cinéastes mettent beaucoup plus en avant le mot cinéma que social. Alors qu'on a reproché très souvent ce qu'on reprochait très souvent à Ken Loach, enfin les détracteurs, ce qui revenait souvent dans la plume ou les mots des détracteurs, c'est le fait que c'était plus du discours que du cinéma. C'est plus du militantisme que du cinéma. Voilà, je grossis la chose. Est-ce qu'il y a de cela, le fait que tu le reconnais, l'idée, enfin, cette position d'affirmer pleinement que eux ou elles utilisent pleinement, pour le coup, ce que le cinéma peut donner? Je le pense en partie. Parce que je dis en partie parce que je ne suis pas à dire que Ken Loach ne fait pas du cinéma. C'est du cinéma, mais qui est très propre à lui. Lui étant militant, lui-même, il fait un cinéma à son image. Du coup, c'est du cinéma de contestataire, c'est du cinéma militant, très politique. Alors que ces cinéastes-là ne sont pas forcément engagés comme lui en tant que militant. Ils se contentent de faire du cinéma et de faire des images et de raconter des histoires intimes. C'est là où je voulais en venir. Mais les autres cinéastes, ces nouvelles voix, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font, eux? Qu'est-ce qu'elles disent? Comment elles regardent les choses? Ben, comme tu l'as dit avec la citation, elles regardent juste l'intérieur des personnages et de leur foyer. Elles vont plus chercher de détresse ou de choses qui pourraient déranger autour d'eux. Ça ne les intéresse pas forcément, ça ne les intéresse plus. C'est quelque chose qu'il y aurait en trop. Là, ce sont des personnages qui existent, tout simplement. Juste, ils existent et on les filme en tant que tels. Comment Et je me viens, désolé, je t'en prie, je t'en prie. Pour illustrer ça, me vient un exemple auquel je pense, c'est Rox de Sarah Gavron. Pour raconter un peu le pitch, c'est une adolescente qui a un petit frère et du jour au lendemain, leur mère les abandonne. Le père n'est plus là depuis longtemps, leur mère les abandonne. Ils se retrouvent tous les deux dans leur appartement. Et elle, l'adolescente, elle doit gérer du coup leur foyer et son petit frère, tout en allant à l'école. Et Sarah Gavron ne filme pas vraiment tous les problèmes qui peuvent être liés à ça, comme les services sociaux, comme devoir chercher de l'argent pour manger. Ça arrive à un certain moment parce que c'est un passage obligé pour ce quotidien de Rox, son nom est Rox. Donc forcément, elle doit à un moment donné en parler et le filmer, mais c'est très rapide, c'est très éphémère. C'est l'histoire de 1 minute, voire 2, quelquefois.
mais elle passe plus de temps à filmer et à mettre en scène les interactions entre Rox et son petit frère ou entre Rox et son groupe d'amis. C'est ce qui l'intéresse le plus que ses errances. C'est comment elle va chercher de l'affection, de retrouver de l'espoir parmi les personnes qui sont avec elle. Comment elle, Rox, peut trouver la force de gérer ce quotidien elle-même. C'est marrant parce que il y a un côté, ce que tu dis dans le livre et ce que tu nous dis là, c'est en gros, pardon, hein, mais en gros, c'est un peu ce qu'on reproche, ce qu'on a reproché pendant de très longues décennies au cinéma anglais. C'est-à-dire donc d'être un cinéma, comment dire, un peu trop scolaire, un peu trop propre. Pardon, je suis un peu grossier, mais oui, pas assez fougueux. Ça manquait de liant, tout ça, et j'ai l'impression que il y a de nouvelles générations qui peut-être eux aussi, elles aussi, les cinéastes ont été nourris par les différentes nouvelles vagues, parce qu'il n'y a pas qu'en France, la nouvelle vague, il y a aussi en Angleterre, d'ailleurs, le free cinéma, comme tu le disais bien, même si il y avait beaucoup de problèmes avec Lindsay Anderson et Rise et tout ça, mais le cinéma brésilien, tout ça, c'est très, très, très bizarre. Et là où je veux en venir, c'est que nouvelle vague, ça peut ne pas, ça n'est pas que aussi le regard, mais le regard sur le monde, mais c'est aussi le regard sur le monde à travers des corps, donc à travers des comédiennes et des comédiens. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose aussi, parce que faut savoir que le premier chapitre, parce qu'on fait une fixette sur Ken Loach, mais pourquoi? Parce que le premier chapitre, tu commences avec Ken Loach et tu expliques pourquoi, voilà, tu l'as dit dès le début de l'émission, donc pas la peine de revenir là-dessus, mais quand tu regardes comment Ken Loach regarde le monde quand tu constates comment Ken Loach regarde le monde à travers des corps, donc ses comédiens, ses comédiennes, est-ce qu'il y a une différence avec ces nouvelles voix? Pour moi, beaucoup, notamment dans le principe que Ken Loach, quand il regardait le monde à travers ses protagonistes, il aimait bien, et c'est un terme que je ne sais pas s'il existe ou pas, mais c'était une expression que j'aimais bien, donc j'ai utilisé. Ces protagonistes, pour moi, ce sont des personnages pivots. Il s'en sert pour être le moteur de son regard et de tout ce qu'il y a autour de ses protagonistes. Du coup, il va s'en servir pour regarder le monde qui se construit autour de ces personnages et comment, du coup, ces corps interagissent avec ce monde pour se construire eux-mêmes ou pour lutter. Parce que ça reste Ken Loach. Alors que dans ces nouveaux films-là, il n'y a pas ce monde extérieur. Ou alors on le voit très peu. Il est juste à l'arrière-plan en tant que contexte. De manière à dire, il est là, ok, on fait avec. Mais du coup, en dehors de ça, il y a autre chose, il y a une intimité, il y a des rêves, il y a des désirs, il y a des rencontres, et on se focalise sur ça. Pour moi, c'est ça la différence qu'il y a entre les films. Et du coup, avec ces personnages pivots, Ken Loach, il montrait une colère, il montrait une certaine lucidité dans tout ce qu'il pouvait y avoir. Et au contraire, ces nouveaux films, ces nouvelles voix, elles vont montrer autre chose. Elles vont montrer qu'il y a des personnages qui se réveillent un peu tout seuls, qui prennent conscience qu'elles peuvent faire des choses elles-mêmes. Et c'est pour ça que je parlais dans mon bouquin notamment de battement du cœur. Parce que c'est ce qu'elles désirent, c'est ce que ces personnages désirent pour eux-mêmes. Et du coup, face à la frustration de contexte qui est en arrière-plan, eux montrent une énergie. Comment cela se passe, le mode de diffusion de ces films? Est-ce qu'ils sont bien vus dans leurs pays respectifs? Et comme nous sommes en France, est-ce que ces films-là ont été vus aussi en France? Il y en a... Alors, ils sont tous diffusés en Grande-Bretagne. Je n'ai pas les chiffres de leurs entrées, etc. Le box-office britannique, il faudra que je m'y penche, mais le box-office n'est de manière générale pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Je préfère parler des images et de mettre en lumière les films. Mais la diffusion de leurs films est j'allais dire quotidienne, mais est systématique.
Ils sont tous distribués en Grande-Bretagne, ils sont tous vus à un moment donné, et après, il y a les chaînes de télévision qui les reprend, comme le BBC ou ITV ou Channel 4, etc. En France, c'est beaucoup plus compliqué, puisque sur tous les films de mon corpus, si je ne me trompe pas, il doit y avoir, que je revois un peu mon corpus, il doit y avoir la moitié qui n'a pas été diffusée en France, qui n'a pas été distribuée en France. Et je vais prendre un exemple. Et même quand ils sont diffusés en France, distribués, je vais prendre l'exemple de Ali et Nava, qui est l'un des derniers de la liste, qui est sorti cette année, au mois de mars. J'ai vu pratiquement personne en parler en France, dans les critiques, ou très rapidement, ils sont vite passés à autre chose, alors que c'est quand même la cinéaste qui a réalisé Le Géant égoïste. Et de la même manière, il y a le festival du film britannique de Dinner, qui a lieu tous les ans au mois de septembre et qui commence demain, notamment. Et plusieurs de films primés au festival du Dinner ne sont pas diffusés en France. Ou alors, ils passent très discrètement. Celui qui a été primé l'an dernier, Limbo, de Ben Sharrock, est sorti en début d'année par un petit distributeur. Je n'ai plus le nom en tête, mais ça n'a pas fait beaucoup d'entrées. J'ai plus le chiffre en tête, mais ça n'a pas fait beaucoup d'entrées. Et à côté de ça, il y a un autre film primé au Festival du Dinner qui s'appelait Jellyfish en 2018, qui n'a pas été distribué en France du tout. Et qui n'a même pas été en VOD non plus. Après, tu touches un problème qui, à mon avis, ne concerne pas uniquement le cinéma britannique. Hein. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez costaud, malheureusement, mais parce que, selon toi, ces films-là, selon certains distributeurs, ne susciteront pas forcément l'adhésion? Ou alors peut-être parce qu'il y a peut-être la pensée qu'il n'y a pas forcément le public pour ça, ce qui est peut-être vrai. Parce que quand on interroge les gens pour vous, c'est quoi le cinéma britannique, j'avais posé la question avant de commencer ce qui était un article à la base. On m'avait répondu surtout Ken Loach ou Harry Potter ou James Bond. Donc on n'a pas cette connaissance de ces films-là. Et si on n'a pas cette connaissance, du coup, pourquoi, quel intérêt il y aurait de les diffuser en intégralité ou en majorité? Si on en a déjà, on n'en a pas la connaissance. Si on ne nous sensibilise pas, on ne nous éduque pas au cinéma britannique, il n'y aura pas le public pour ça. Les gens vont passer à côté, ça restera des sorties discrètes. C'est en tout cas ce que je pense. Et en même temps, quand on voit ces films, c'est aussi très ancré britannique, c'est très identitaire, parce que c'est très ancré sur les personnages, sur les problèmes de la société britannique, puisque c'est du cinéma social. Et peut-être que c'est pas fait non plus pour le public français, peut-être, je sais pas. Je pense au dernier film de Mike Leigh, c'est pas n'importe quel cinéaste. Son dernier film s'appelle Peterloo, sur la bataille de Peterloo, qui dure plus de 2 heures. Il n'a pas été distribué en France. Mais je peux le comprendre, parce que c'est un sujet très spécifique à la Grande-Bretagne, à la société britannique, et je comprends que ce soit compliqué à distribuer en France. Une seule fois la Palme d'Or, Mike Leigh, pour Secrets et mensonges, je crois. Oui. Ou deux, voilà. Une fois. C'est Ken Loach qu'on a eu 2. C'est Ken Loach qu'on a eu 2. Je me souviens, j'ai une anecdote qui m'a marqué, qui continue de me marquer d'ailleurs, c'est que je crois que c'était juste après Secrets et mensonges, il avait fait Topsy-Turvy, si je me trompe pas, et le film sort au cinéma. Moi, je ne l'avais pas vu en projection de presse. Je n'avais pas pu le voir en projection de presse. À l'époque, je commençais encore je travaillais en tant que critique. Et je m'étais dit, je vais le voir quand il va sortir. Manque de peau, il sort. La première semaine, je peux pas le voir, voilà, et je me dis, je vais le voir la deuxième semaine. Et ben, il était sorti. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus le voir. Et je suis parisien. Hein. Tu imagines un peu la situation. Mais dis-moi, toi, quand tu as eu ce projet de faire ce livre, pardon de cette indiscrétion, mais en même temps, il y a une connexion avec tout ce que tu viens de dire. Ça a été simple de trouver cette maison d'édition? Non. Surtout que, et je suis un livre ouvert, je n'hésite pas à le dire. À la base, ça devait être un article, et je n'ai pas trouvé preneur pour cet article.
Et du coup, ça m'a poussé du coup à écrire un peu plus sur le sujet. Je me suis dit, du coup, je vais le mettre en ligne sur l'un des 2 sites sur lequel j'écris. Et c'est devenu de plus en plus gros, puisque à partir du moment où je mettais soit sur Like ou Fucking Cinéphile, évidemment, je pouvais écrire autant que je voulais, et ça devenait vraiment trop long. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire mon premier bouquin? Parce que mon premier bouquin, ça ne devait pas être ce sujet-là du tout, à la base. Et je me suis dit, en tant que premier livre, ça peut être une belle porte d'entrée dans ma passion pour le cinéma britannique. Du coup, je l'ai écrit en tant que bouquin. Et j'ai démarché plusieurs maisons d'édition. Je ne vais pas les citer, je ne suis pas là pour ça. Et certains m'ont répondu en disant qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont des projets sur plusieurs années, ils ont des sorties déjà prévues sur longtemps. Donc déjà, merci de leur retour. Et je comprends totalement. Certaines ne m'ont pas répondu, malheureusement. Et puis, j'ai trouvé les éditions du net qui permettent d'éditer très facilement. Nouvelle voie du cinéma social britannique 2009-2021, donc édité chez les éditions du net. Dans le lien, dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez le lien qui renvoie directement à la page où vous pouvez vous procurer ce livre. Et dernière question, tu as écrit ce livre en combien de temps, tu disais? 8 mois. 8 mois. J'ai pris 8 mois pour l'écrire. 8 mois pour l'écrire. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Très bien. Je me dis, je sais que c'est un premier bouquin de quelqu'un de totalement inconnu, donc ça peut pas être un gros succès ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a quelques personnes qui l'achètent, c'est très bien. Mais je suis surtout très content qu'il existe, tout simplement, qu'il y ait une trace de ce que je pense, de ce que j'ai envie de dire. Déjà, ça me rend heureux de savoir ça. Teddy DeVries donc, est venu pour nous en parler. De nouvelles voix au pluriel du cinéma social britannique entre 2009 et 2021. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Merci à toi, Teddy, d'avoir suivi mes questions. Mais je t'en prie. Et merci aussi beaucoup pour ta patience. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, tu sais, tu es chez toi ici. Tu reviens quand tu veux. Voilà. Avec plaisir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.